L'éducation nationale outrepasse sa mission. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans l'instruction, elle n'est plus dans la science, elle est dans l'endoctrinement, elle est dans l'idéologie d'une sexualité infantile, elle parle du registre sexuel adulte à un enfant. Pour l'enfant, qui n'a pas la capacité que nous avons de prendre de la distance par rapport aux choses qui lui sont transmises ou les choses qui lui sont faites, ça correspond effectivement à une initiation, à une incitation. À partir du moment où on dit qu'un enfant peut dire oui, ça veut dire qu'il peut être objet sexuel. Ce qui pour nous, clairement, un propos de pédophile. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes déléguée générale et porte-parole de l'association SOS Éducation. Vous venez de publier avec le pédopsychiatre Maurice Berger un livre intitulé « L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question » aux éditions Artege. Alors un livre qui s'appuie sur l'expertise de plusieurs professionnels de la médecine et du soin pour évaluer les risques et les bénéfices de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors oui, ce qui nous a poussé à écrire ce livre, en fait, c'est des situations qu'ont rencontrées des parents dans l'école de leurs enfants, où lors de ces séances, des propos à caractère sexuel avaient été tenus dans la classe à des enfants jeunes, en primaire, donc prépubères, sans mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur ces enfants. Or, c'est quelque chose qui est très documenté par les médecins, les pédopsychiatres notamment, sur le caractère traumatique que peut avoir un réel sexuel adulte présenté à des enfants qui n'en sont pas là de leur développement. Et donc, face à ces situations, on a commencé par alerter le ministère de l'Éducation nationale sur des premières situations qui nous avaient été remontées. Et en l'absence de réponse, on s'est dit qu'en fait, on devait aller plus loin et proposer un travail d'analyse documenté, fait par des médecins, pour expliquer pourquoi, du point de vue du développement, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant de le plonger dans un réel sexuel adulte à un moment où il n'en est pas là de son développement cognitif, affectif, etc. Alors effectivement, dans le livre, vous rapportez plusieurs témoignages de dérives qui ont eu lieu donc, lors de séances d'éducation à la sexualité, donc dans des établissements scolaires. Alors effectivement au lycée, aussi au collège et même en primaire, comme vous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces dérives afin qu'on mesure concrètement ce qui est en jeu ? Alors en fait, si vous voulez, souvent, ce qui va être présenté aux parents, c'est de dire on va parler de la puberté, du développement du corps, etc. Et donc pour les parents, souvent, ça leur paraît normal. Ils se disent l'école va présenter à mon fils, à ma fille, en gros, ce qu'il attend pour la puberté, le développement du corps, etc., etc. Et quand en fait ces séances sont l'occasion de parler à la fois de la sexualité adulte, des pratiques sexuelles adultes, donc concrètement ça va être érection, masturbation, fellation, sodomie, etc. Ça, ce sont des termes qui peuvent être employés absolument lors des séances. Mais avec des enfants qui ont quel âge, par exemple ? Alors, nous, on a eu des situations pour des enfants en CM1 et CM2. D'accord. Alors, soit effectivement, les séances se déroulent et puis les élèves vont poser des questions. Et là, l'intervenant va considérer qu'il peut répondre à ces questions. Sauf que ce faisant, il répond parfois à la question d'un élève qui a posé cette question pour évidemment amuser le groupe, amuser la galerie et se faire remarquer. Mais l'intervenant soit ne se rend pas compte de ça, soit il utilise cette occasion pour répondre à la question, mais pour toute la classe, sans se soucier à ce moment-là qu'évidemment il va rentrer dans des détails de la sexualité adulte qui ne concernent pas les enfants, qui peuvent être traumatiques pour des enfants. Face à une classe qui n'en est évidemment pas là de son développement, ils n'en sont pas tous là, parce que même s'ils ont le même âge, ils n'en sont pas tous au même point de leur développement. Et surtout, en faisant effraction à 3 principes fondamentaux qui sont la différence des sexes, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de manière mixte de la sexualité adulte à des filles et des garçons dans une même classe, quand ils sont si jeunes, évidemment. On ne parle pas de sexualité en général, mais même si on va aller plus loin, si vous voulez, et aller par un raisonnement par l'absurde, ça n'a aucun sens justement de parler de pratiques sexuelles à des enfants, bien évidemment. Ça n'a aucun sens dans le cadre scolaire, évidemment, et ça a encore moins de sens quand on est censé leur expliquer qu'il y a une différence entre l'intime et le collectif et que la sexualité relève de l'intime,
qu'il y a une frontière infranchissable entre les générations, c'est-à-dire qu'un adulte ne parle pas de sexuel à un enfant dans une situation d'autorité. Or, la classe est une situation d'autorité où l'enseignant ou l'intervenant a autorité sur les enfants. Donc en fait, ces éléments-là, si vous voulez, sont bafoués par un intervenant qui certainement ne sait pas ce qu'il fait, mais qui consiste finalement à créer dans cette situation une symbolique incestuelle dont les enfants sont les victimes. Et alors, quand vous parlez d'intervenants, justement dans ces cas que vous rappelez sur CM1, CM2, on est sur quel type d'intervenant? Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un de l'établissement scolaire, un professeur qui joue ce rôle? Alors, on peut avoir tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un enseignant qui prend en charge cette séance et qui donc va tenir ce type de propos. On peut avoir un infirmier scolaire qui peut-être d'ailleurs peut être un infirmier scolaire en collège qui va venir faire une séance pour des CM1 ou des CM2. Et donc là, on voit le caractère inapproprié puisque si habituellement il parle à des élèves de 4e ou 3e, ce n'est pas du tout la même chose que de parler à des enfants de CM1 ou de CM2. Et puis on peut avoir également des associations auprès desquelles finalement, faut être clair, hein, les établissements se déchargent et finalement leur laissent la classe sans qu'il y ait d'ailleurs un adulte référent de l'équipe éducative, alors que c'est pourtant ce qui devrait être fait, puisque c'est normalement prévu dans la circulaire et donc obligatoire d'avoir un représentant de l'équipe éducative présent lors de ces séances, qui soit justement une figure à la fois d'autorité de l'institution, pour s'assurer que ce qui est fait est conforme à ce qu'exige normalement le cadre légal. Oui, c'est ça, parce que vous le rappelez dans le livre, normalement, la circulaire de septembre 2018 qui fixe un peu un cadre déjà sur ces séances d'éducation à la sexualité, qui sont elles-mêmes rendues obligatoires par une loi de 2001 hein, qui oblige 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par classe. En fait, cette circulaire, elle prévoit que justement les militants, enfin en tout cas les personnels de l'association, sont nécessairement encadrés par l'équipe pédagogique et je crois qu'ils doivent même aussi préparer le contenu de l'intervention avec l'établissement scolaire. Oui, vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant de revenir sur l'histoire en fait, parce que effectivement en 2001, une loi impose 3 séances minimum. Le minimum est important, c'est-à-dire que ces 3 séances qui sont définies comme étant des séances d'éducation à la sexualité. C'est ça le texte de la loi. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que la loi, c'est éducation à la sexualité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une intention de faire croire que des gens comme nous qui dénonçons ces pratiques, eh bien, on n'est pas dans le vrai parce que soi-disant ça aurait changé et que ça serait pas du tout l'éducation à la sexualité qu'on ferait aujourd'hui dans les écoles, ça serait l'éducation à la vie affective et relationnelle. Sauf que le cadre légal de référence, c'est bien cette loi de 2001 qui a un seul terme, c'est éducation à la sexualité. Donc ça, faut vraiment le rappeler de manière claire. Soit ça rentre dans cette obligation, soit ça n'y rentre pas. Mais si ça rentre dans cette obligation, c'est de l'éducation à la sexualité, c'est le nom de la loi. Donc il y a 3 séances minimum. Mais par ailleurs, on considère, et les écrits qui sont notamment la circulaire et les futurs programmes qui vont être publiés, considèrent que ça peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut intégrer de l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle dans le champ de l'éducation artistique, de la culture générale, du français, etc. Oui, ça, les nouveaux programmes pourraient effectivement avoir cette pluridisciplinarité. Absolument, mais elle est déjà inscrite dans la circulaire, c'est-à-dire qu'il parle de transversalité des domaines. Voilà. D'accord ? Donc dans la circulaire même de 2018. La première circulaire qui date de 2003 était beaucoup plus restrictive. D'abord, elle précisait que pour le primaire, en fait, c'était l'enseignant qui devait faire attention aux enfants et transmettre tous les éléments de prévention contre les abus sexuels. Donc il y avait une intention qui était véritablement une finalité de prévention qui était faite en primaire par l'enseignant lui-même, dans un cadre quotidien de la vie de classe. On n'était pas dans les séances avec un début, une fin, 45 minutes, etc. C'était beaucoup plus adapté au développement de l'enfant. Et après la primaire, au collège, milieu de collège, 4e, 3e, on pouvait commencer à parler de la puberté, de la reproduction humaine, et ensuite au lycée, à parler des principes de prévention pour les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses, etc. Et en 2018, il y a une rupture. Il y a effectivement cette circulaire que vous évoquez, c'est ce qu'on écrit dans le livre, vous l'avez bien noté, c'est-à-dire qu'elle a des éléments intéressants. Elle dit par exemple pas de sexuel stricto sensu en primaire, c'est clair. Elle dit si vous faites intervenir des associations extérieures à l'établissement, le contenu doit être préparé avec ces associations, mais avec le corps éducatif pédagogique. Cette circulaire, elle dit ceux qui sont responsables du contenu de l'intervention, de sa réalisation et des conséquences sont l'équipe pédagogique. Le corps et l'ensemble des acteurs de l'équipe pédagogique. Disant en d'autres termes, l'équipe pédagogique ne peut pas
s'exempter de sa responsabilité au motif qu'elle ferait intervenir une association extérieure. Le texte de la circulaire est très clair, vous avez raison de le rappeler. Donc, effectivement, ça doit être conçu avec l'équipe pédagogique, ça doit être validé par l'équipe pédagogique, et un membre de l'équipe pédagogique doit obligatoirement être présent. Ça doit être obligatoirement également des séances où il y a au moins 2 personnes. Alors le problème qui se pose, c'est que visiblement, cette circulaire n'est pas toujours respectée. C'est ce qu'on remarque à travers les dérives que vous rapportez du coup. Voilà, alors elle n'est pas respectée dans la forme, mais également elle présente tout un ensemble de flou, d'imprécisions qui fait que toutes les dérives sont possibles. Puisque effectivement, elle va dire qu'en fait, il faut pas non plus que ce soit trop dans le côté négatif de la sexualité. On doit également éduquer les enfants en relation aux autres. On doit utiliser ces éducations à la sexualité pour l'égalité homme-femme. On doit utiliser ces séances d'éducation à la sexualité pour une sexualité citoyenne. On doit utiliser ces séances pour lutter contre les discriminations de toute nature. Et là, on voit bien, si vous voulez, qu'à partir du moment où on fait porter à l'éducation, à la sexualité ou à ce thème-là tout un ensemble d'enjeux et de finalités qui seraient finalement des enjeux de citoyenneté, eh bien finalement on est dans un endoctrinement des enfants à travers la sexualité. Et la sexualité prend une dimension qu'elle n'a pas à prendre, c'est-à-dire qu'elle serait finalement méta à toutes les relations interpersonnelles. Et ça, c'est pas possible, si vous voulez, de transformer un objectif qui est un objectif de prévention, sur lequel tout le monde était d'accord, pour en faire un objectif de modèle sociétal, de citoyenneté, de citoyenneté et de sexualité citoyenne, qui est un concept qu'on retrouve dans notamment des travaux qui sont les standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle dans le cadre scolaire. Oui, c'est ça, parce que vous dites que ce changement, donc à partir de 2018, en fait, ça se fait sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a avec ça? Alors en fait, si vous voulez, on voit un changement à partir de 2008, 2006, 2008. Ce n'est pas encore en France, mais on constate que des travaux sont organisés, travaux de réflexion sur la notion de sexualité comme un élément de la santé globale. Et cette évolution de la place de la sexualité dans la santé globale va être intégrée à une volonté organisée d'un certain nombre d'institutions, en premier desquelles l'OMS et l'ONU, d'éduquer tous les enfants, très jeunes, au fait que la sexualité est un élément de la santé globale auquel il faudrait éduquer tous les enfants le plus tôt possible. Et à l'origine de cette théorie-là se trouve une idéologie qui est celle que l'enfant serait un être sexuel dès sa naissance. Qui est formulé par un terme qu'on retrouve évidemment régulièrement, qui est la sexualité infantile, qu'on a pu trouver et qu'on trouve encore chez des psychiatres ou des pédopsychiatres avec un sens clinique, mais qui n'a rien à voir avec la sexualité. À ce niveau-là, on est dans la sensorialité infantile, la recherche qu'a l'enfant de comprendre l'énigme de sa vie, c'est-à-dire les premières années de vie, l'Oedipe, etc. Sauf que l'OMS va dévoyer complètement ce terme pour lui donner une signification différente qui est celle qui serait de dire que l'enfant naît sexuel, qu'il a une sexualité fonctionnelle dès le départ, et que par exemple l'enfant doit apprendre ce qu'est le plaisir, que quand il se touche, il se fait plaisir, ça dès 4 ans. Il doit apprendre à exprimer ce qui est agréable ou désagréable pour lui, dès 4 ans, et il doit apprendre à dire oui ou à dire non. Ce principe-là... Là, ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce qu'on appelle un document qui s'appelle les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui a été conçu à l'initiative de l'OMS début des années 2010, je crois. Alors, en fait, le 2008 et ensuite 2013, ils vont être publiés et la France va effectivement suivre ces recommandations à partir de 2013. Et donc c'est dans ce document qu'on retrouve ce que vous évoquez. Donc en fait, il y a une matrice par âge. Absolument. Et je crois que ça commence à la première matrice, c'est 0-4 ans. Absolument. Donc on considère qu'à cet âge-là, finalement, on peut déjà enseigner aux enfants des choses à caractère sexuel en fait. Alors on va considérer que l'enfant est sexuel, si vous voulez. Donc on va pas enseigner à l'enfant des pratiques sexuelles, évidemment. On va considérer qu'il faut apprendre à l'enfant tout petit toutes les parties intimes de son corps, qu'il soit capable de les nommer. Il faut lui apprendre qu'il peut se toucher et que ça va lui faire du bien.
Il faut lui apprendre à nommer les sensations agréables et désagréables. Et dès 4-6 ans, on va avoir formellement dans les intentions, les objectifs quelque part pédagogiques, si on parle comme ça, que l'enfant doit être capable de dire oui ou non. Ce qu'on appelle le consentement aujourd'hui. Alors, j'y reviendrai, mais oui. Mais en l'occurrence, c'est pas écrit comme ça. Ce qui est écrit, c'est qu'il doit être capable de dire oui ou de dire non. À 4 ou 6 ans. Il doit être capable de être responsable de sa propre santé sexuelle. À 4 ou 6 ans. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, à partir du moment où on dit qu'un enfant peut dire oui, ça veut dire qu'il peut être objet sexuel. Ce qui, pour nous, clairement, un propos de pédophile. Et c'est à cela, et sur ce motif-là, qu'on réfute catégoriquement, dans nos travaux, l'utilisation de cette terminologie qui, pour nous, n'a aucun sens, et qui est une idéologie, celle d'une sexualité infantile, qui est celle revendiquée par ceux qui défendent l'idée que la sexualité avec des enfants est quelque chose qui est possible, qui finalement ne devrait pas être critiqué, que les seuls qui le critiquent, c'est des adultes, mais que, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de voir mal à cela, c'est-à-dire, en gros, c'est des propos de pédophiles. Voilà, faut être clair. Donc nous, on a clairement dit que dans les travaux qui sont les nôtres, on considère scientifiquement que l'enfant est évidemment un être sensoriel, mais qu'il n'est pas sexuel quand il naît, il est sexué mais pas sexuel, et qu'à ce titre-là, tout propos qui consisterait à vouloir éduquer l'enfant à une sexualité infantile qui n'est pas ce qu'il est contraire à son intérêt et va à l'encontre de ce que pensent les scientifiques et la médecine. Et c'est à ce titre-là qu'on demande à l'Éducation nationale d'être très clair sur ces programmes et notamment de commencer ces programmes en prenant position. Est-ce que oui ou non ces programmes s'inscrivent dans une idéologie de l'enfant qui serait que l'enfant est sexuel dès qu'il naît, ou est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que l'enfant a une sexualité fonctionnelle qu'après la puberté? Et c'est cette idéologie qui voudrait que l'enfant soit sexuel dès qu'il naît. Vous dites donc finalement ce que prétend aussi l'OMS à travers ces fameux standards pour l'éducation sexuelle. Vous dites dans le livre que ça découle des théories qui ont été faites par un homme qui s'appelle Alfred Kinsey aux États-Unis. Absolument, qui est assez... Là encore, si vous voulez, on n'invente rien, on n'est pas les premiers à se référer à ces travaux-là. D'autres personnalités ont déjà expliqué les travaux de Kinsey. Il y a des livres qui sont faits par des personnes qui ont déjà milité. Nous, on n'est pas dans une position militante. Je crois que c'est important de le signaler. On bénéficie des travaux de certains lanceurs d'alerte, de certains militants. Mais nous, notre propos, il n'est pas militant, il est protecteur. On prend juste acte qu'effectivement, Alfred Kinsey a développé une théorie, que nous on appelle une idéologie, mais lui a développé une théorie soi-disant, en se basant sur des tableaux qu'il a fait de situations où des délinquants sexuels, des personnes qui ont été accusées ensuite et condamnées pour pédocriminalité, ont eu des actes sexuels sur des bébés en mesurant le nombre de réactions qu'ils ont appelées des orgasmes, et ça dès 5 mois. C'est-à-dire qu'on a des tableaux ignobles sur lesquels se sont appuyés tout d'abord Alfred Kinsey et ses disciples pour dire regardez, l'enfant est sexuel parce qu'il est ce que lui a traduit comme apte à l'orgasme, ce que d'autres médecins vont désigner comme étant des spasmes et non pas, évidemment, une projection érotique à un désir sexuel. Mais ces travaux-là, à la mort d'Alfred Kinsey, ils vont pas s'arrêter. C'est-à-dire que des disciples d'Alfred Kinsey vont poursuivre ces travaux, notamment deux particulièrement, qui sont Marie Calderon et Walter Pomeroy, qui vont constituer ensemble, je vais vite parce qu'après c'est facile à retrouver, mais qui vont constituer en tous les cas une structure qui s'appelle SIECUS, qui va s'insérer dans des universités américaines, donc qui va être complètement officielle, totalement institutionnalisée, reconnue comme étant un élément de référence. Et de là vont être élaborés des programmes d'éducation à la sexualité pour les petits-enfants américains dès le plus jeune âge, dans lesquels on va retrouver ce qu'on retrouve ensuite exactement dans les fameux tableaux que vous venez d'évoquer, des standards européens pour une éducation sexuelle dans le cadre scolaire. Et donc, les
préconisations de l'OMS sont exactement ce qui va être dans les travaux et les réalisations de ce fameux SIECUS qui va être mis en place dès les années 60 aux États-Unis et qui va intégrer effectivement des objectifs pédagogiques comme expliquer aux enfants qu'ils peuvent se toucher pour se faire du bien, qu'ils peuvent se toucher les parties intimes pour se faire du bien, qu'on peut se faire des câlins et se caresser pour se montrer qu'on s'aime. Tout un ensemble, si vous voulez, de formulations qu'on reprend dans le livre et qui sont exactement la sémantique des pédophiles qui effectivement vont dire bien en fait que ils initient l'enfant à la sexualité, qu'il n'y a pas de violence, que c'est de l'amour, etc. Et toute cette sémantique-là, on va la retrouver dans, évidemment, à la base des travaux de SIECUS, puisqu'ils viennent des disciples de Kinsey, et qui donc, eux, sont pour la banalisation de la pédophilie, la banalisation de l'inceste. Ils ont d'ailleurs formulé de manière très explicite, noir sur blanc, dans des livres, que de leur point de vue, il n'y avait aucune raison d'être étonné ou choqué quand il y avait des relations sexuelles entre des adultes et des enfants, et que la seule chose qui faisait peur à l'enfant, en fait, c'était la réaction indignée des adultes autour de l'enfant. Mais que sinon, dans la réalité, il n'y a pas de raison de s'indigner, si vous voulez. Donc, à la base, en fait, de tout ça, il y a cette vision qui est fondamentalement contraire à celle que nous, on adopte, qui est effectivement une vision, nous, qui est clinique sur le développement de l'enfant, qui explicite très bien que l'enfant ne naît pas sexuel mais sensoriel, et que jusqu'à la puberté, il n'est pas un être fonctionnel sexuellement, et qu'à ce titre-là, tout le registre de la sexualité adulte est indicible et incompréhensible pour l'enfant, et qu'évidemment, on ne doit pas lui transmettre ce genre de contenu quand il est dans la phase de l'enfance, c'est donc incapable de se l'approprier et de le comprendre. Alors, est-ce que ces recommandations de l'OMS, dans le cadre de ces standards pour l'éducation sexuelle en Europe, trouvent une traduction concrète au sein des politiques publiques qui sont mises en œuvre en France? Alors, si vous voulez, il n'y a pas de traduction formelle concrète, si ce n'est que dans les futurs programmes, en tous les cas dans des textes qui ont été produits par le Conseil supérieur des programmes, on a des évocations très floues, mais que nous, on peut lire comme étant quelque part, en tous les cas, une position qui n'est pas claire, c'est-à-dire avoir des formules comme il faut apprendre à l'enfant à dire oui ou non. Vous voyez, ce genre de formules, on va les retrouver. Et ça, pour nous, c'est véritablement un élément qui nous alerte. Là, on a nos sens en alerte parce que on est très clair, et je reviens justement par rapport à votre question sur le consentement, c'est-à-dire que nous, on considère que l'enfant n'a pas à consentir. Un enfant ne peut pas dire oui, parce qu'en fait, c'est non automatiquement. L'enfant n'ayant pas de sexualité, il ne peut pas y avoir de notion de consentement. Absolument. Pour nous, on considère que c'est un mythe du consentement qui met en danger les enfants et qu'on doit, au contraire, apprendre à l'enfant parce que c'est important pour lui, que son corps lui appartient, que personne n'a à le toucher, que personne ne peut lui demander de le toucher, et qu'il n'a pas à consentir parce qu'il est un enfant immature, qui est petit, qui est vulnérable et qui ne peut pas se protéger. Et c'est aux adultes de le protéger, et donc aux adultes de faire en sorte que l'enfant ne soit pas dans ces situations-là, et de prévenir l'enfant qu'il existe des personnes de confiance, des personnes sérieuses, qui, si jamais il est en danger, vont le protéger immédiatement. Et alors, vous parlez dans le livre, effectivement, des conséquences qu'une exposition précoce à des contenus d'ordre sexuel peuvent avoir sur les enfants. Donc, vous parlez notamment de graves traumatismes. Alors, quels sont justement les traumatismes que peuvent provoquer les cours d'éducation à la sexualité? Alors, en fait, pour comprendre ce qui se passe chez un enfant, dans ces situations-là, il faut revenir à ce qu'est un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant a plusieurs phases. Sur sa première partie de vie, de 0 à 3 ans, il va être confronté à ce qu'on appelle l'énigme de sa naissance. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre qui il est, pourquoi il y a des filles et des garçons, qui sont papa et maman, ses amoureux pas comme les autres. Il voit bien qu'il se passe des choses, qu'on lui cache des choses, et c'est ce qu'on appelle l'énigme pour l'enfant. Et face à ça, vu que de toute façon l'enfant est trop petit
pour comprendre la réalité de ce qui se passe et de son origine, il va élaborer sa propre vision, qui peut prendre plein de formes qu'on a entendues 1000 fois. Ça va être les fleurs, ça va être la fermeture éclair, ça va être le bouton, ça va être tout ce qu'on veut. Et ce qu'on va appeler cette vision fantasmatique de son origine va l'aider à grandir. C'est-à-dire qu'il va s'en convaincre que ça va lui suffire. Ensuite, il va passer à une autre phase qui est la phase de l'Oedipe où le petit garçon va être amoureux de sa maman, la petite fille va être amoureuse de son papa. En fait, ils veulent faire couple parce que ils sont interrogés par cela. Mais à aucun moment, on est dans le registre de la sexualité, évidemment. Ce que des pédopsychiatres ou des psychanalystes ont expliqué de manière très claire en disant le petit garçon ne veut pas pénétrer sa maman et la petite fille ne veut pas être pénétrée par son papa. On n'est pas là-dedans. Et puis, face à l'impossibilité de faire couple, que l'enfant perçoit et comprend, il va rentrer dans une autre phase qu'on appelle la phase de latence. L'enfant a commencé à se développer, il est moins dans la pensée magique, il reste encore un enfant qui n'a pas la capacité de conceptualiser, il n'a pas la capacité d'avoir une vision abstraite sur les choses. Par exemple, l'état mental de quelqu'un d'autre, l'enfant va pouvoir l'appréhender que vers 12-13 ans, ce qu'on oublie. Parfois, on pense qu'un enfant de 6-7 ans peut comprendre l'état mental d'un petit camarade. Non, c'est pas possible en fait. Il ne peut pas d'ailleurs non plus comprendre quand il va vous raconter une histoire à 6, 7 ou 8 ans, il peut pas comprendre que vous ne l'avez pas vécu. Si vous voulez, c'est ça un enfant. On oublie, mais c'est ça un enfant. Par exemple, l'enfant ne va pas acquérir l'autonomie morale, c'est-à-dire la capacité à penser par lui-même avant 12 ou 14 ans. C'est-à-dire quand un adulte lui dit quelque chose, il le croit sur parole. Donc si vous voulez, cette inaptitude cognitive et psychique de l'enfant, elle nous oblige en tant qu'adultes. Et quand l'enfant va rentrer dans cette phase qu'on va appeler la phase de 6 à 12 ans, qui est la phase de latence, l'enfant, face à son incapacité à appréhender l'énigme de la vie, il va orienter son attention vers des domaines de connaissances qui sont à sa portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre toute son énergie à apprendre dans un cadre qui est celui de son apprentissage à cet âge, c'est-à-dire de la mise en œuvre, de l'expérimentation. Il apprend en faisant. Donc il va apprendre à lire en lisant. Il va apprendre à compter en comptant, etc., etc. C'est son premier processus d'apprentissage. D'ailleurs, ça vous pointez aussi que ça peut devenir problématique justement dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité, et puis il y aura une tentation de reproduire une unité j'y viens. Qui est vue en cours. C'est-à-dire que quand l'enfant, à ce moment-là, on va lui imposer des contenus d'un registre qu'il ne peut pas éprouver puisqu'il n'a pas de sexualité fonctionnelle, vous allez venir casser la vision fantasmatique, c'est-à-dire son idée qui s'est faite sur son origine et la sexualité, à un moment où de toute façon il a eu besoin de se faire cette idée inventée, créative, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer à des apprentissages qui sont à sa portée. Là, vous allez venir percuter ça. Donc à ce moment-là, l'enfant a deux solutions. Soit il va devoir l'éprouver, donc il va vouloir mettre en œuvre, il va essayer, il va essayer de comprendre, il va essayer de voir si ça marche. Soit il va se bloquer. Et ça peut entraîner des formes de sidération. C'est-à-dire qu'il est choqué, ça vient percuter ce qu'il a pensé, et en même temps, il ne peut pas l'éprouver. Donc, il peut avoir plusieurs situations ou réactions. Il peut avoir un dégoût sur lui, sur son corps. Il peut avoir des insomnies. Il peut revenir à des énérusies, c'est-à-dire faire pipi au lit. Il peut refuser de retourner à l'école, refuser d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Enfin, il peut avoir tout un ensemble de réactions, si vous voulez, qu'on va appeler post-traumatiques, face à cette réalité qui est venue percuter quelque chose qu'il n'était pas en mesure de recevoir à ce moment-là de son développement. Ce faisant, on va également briser un mécanisme qui est celui de la créativité de l'enfant pour aborder des situations qu'il ne peut pas comprendre, en plus du reste. Et puis on va venir percuter la manière dont il est en train de se construire à son rythme son identité à la fois sexuée et ce qu'on appelle l'identité psychosexuelle, c'est-à-dire son rapport aux différences des sexes, son rapport à la relation aux autres, etc. D'autres enfants vont réagir différemment. Ils vont mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'ils vont aller regarder leur sexe dans les toilettes, ils vont essayer de se masturber si on leur a dit qu'ils pouvaient se masturber, qu'il allait se passer, qu'ils allaient éjaculer. Ils peuvent être effrayés à l'idée que quand eux le font, ça ne marche pas. Or, c'est normal que ça ne marche pas puisqu'ils ne sont pas fonctionnels, etc., etc. Donc, toutes ces situations-là, si vous voulez, sont des situations qui peuvent se trouver à partir du moment où on oblige des enfants, à un moment où ils n'en sont pas à ce stade-là de leur développement, à rentrer dans un registre qui est celui de la sexualité adulte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire.
Et est-ce que d'ailleurs ces traumatismes peuvent avoir aussi un impact une fois qu'ils seront adultes? Est-ce que ça peut laisser des traces à long terme? Alors en fait, ce que disent des pédopsychiatres qui avaient déjà alerté dans les années, en 2017, on avait déjà Maurice Berger, le REPPEA, c'est-à-dire un groupe de pédopsychiatres, avait déjà alerté le gouvernement, puisqu'ils recevaient eux des enfants qui avaient été traumatisés, et ensuite ils voyaient les conséquences. En fait, c'est des enfants qui vont rejeter la sexualité, ou au contraire avoir des démarches addictives. Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des conséquences à long terme sur un traumatisme ou un choc qui a été fait sur la sexualité à un âge où l'enfant n'était pas en capacité de le recevoir. Parce que ce que vous dites aussi dans le livre, en parlant des témoignages que vous avez reçus, donc de la part de parents d'élèves, c'est que les enfants qui ont pu être choqués par ce qui leur a été enseigné n'ont pas du tout été pris en charge par la suite. Ils ont été livrés eux-mêmes finalement. Alors absolument. Par l'école en tout cas. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. En fait, d'abord, il y a les enfants qui vont parler. Il faut savoir que dans une classe, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont parler. Parce que soit ils sont gênés, soit ils ont peur, soit ils ont été choqués. Et donc, ils peuvent ne pas parler tout de suite. On a, par exemple, dans une classe, on va avoir 2, 3, 4, peut-être 5 enfants, sur une classe de 30, qui vont rentrer à la maison en disant « Ah, c'était dégoûtant, beurre qu'on a parlé de ça, c'était horrible, etc. » Donc là, quelque part, c'est même ce qu'il y a de mieux, parce que les parents peuvent se dire « Ouh là là, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils peuvent en discuter, ils peuvent aider l'enfant à exprimer ce qu'il a entendu, et ils peuvent contribuer à un processus de réparation chez l'enfant. Et ensuite, ils vont pouvoir suivre, lui en reparler, voir comment il réagit, éventuellement l'emmener voir un psychologue, une personne tierce, dont c'est le métier, qui va pouvoir l'aider à faire exprimer ce qui l'a choqué, etc. Et donc faire réparation. Et puis, il y a tous ceux qui ne vont pas parler. Donc cela, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si les parents des 5 enfants qui ont parlé vont voir l'école et disent à l'école « Attention, là, ça a été mal perçu, nous, on a des enfants qui nous ont parlé, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont été choqués, il faudrait prévenir les autres parents, etc. » Généralement, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que les autres parents ne sont pas informés. D'accord? Et l'école ne répare pas. Elle n'engage pas un processus pour dire, bah, écoutez, apparemment, on a quelques enfants qui ont été choqués, donc peut-être les vôtres. Donc, posez la question à vos enfants, discutez-en avec eux. Nous, on va également leur en parler, etc. Ce qu'on a vu même à contrario, c'est même des chefs d'établissement ou des infirmières qui reviennent en classe le lendemain pour dire « Alors, paraît que vous avez été choqués. Alors, paraît que vous êtes plaints vos parents. » Voilà, ça, on a eu ça aussi, vous voyez. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en plus, on dit là à l'enfant « Écoutez, ce qui se passe à l'école, il ne faut pas en parler à la maison. » Vous voyez. Et ça, c'est encore pire que tout. Et puis, on a des enfants qui vont le dire, mais beaucoup plus tard. Donc là, on peut avoir, et c'est ce que énoncent les pédopsychiatres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui, 6 mois, 1 an plus tard, vont dire, bah voilà, on a dit ça, j'ai trouvé ça dégoûtant. On a même des médecins qui nous disent que parfois, ils ont des jeunes adultes, enfin des jeunes de 16 ans, 17 ans, qui vont dire qu'en fait, eh bien, ils ont du mal par rapport à la sexualité parce que bah, quand ils étaient plus jeunes, ils ont entendu tel propos, ils ont vu telle image et que ça les a choqués. Ça, on peut pas, si vous voulez, évidemment, empêcher toutes les images, évidemment. Par contre, l'école ne peut pas être un espace dans lequel elle fait ça et elle rend possible ces traumatismes-là. Et c'est de ça dont on doit préserver les enfants dans le cadre scolaire. Ce que vous dites, je crois, dans le livre, d'ailleurs, c'est que l'école, en fait, joue le rôle un peu d'initiatrice, séductrice dans ce cas-là vis-à-vis des enfants. Alors, en fait, ça, si vous voulez, c'est c'est une conséquence de intégrer dans le cadre scolaire, le registre de la sexualité auprès d'enfants qui n'en sont pas là de leur développement. C'est-à-dire que, ce faisant, l'école met les enfants face à quelque chose qui est totalement une injonction contradictoire. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle dit aux enfants, la sexualité, c'est de l'intime. Regardez, on en parle ici dans un cadre collectif. La sexualité, on n'en parle pas et il n'y en a pas entre des adultes et des enfants. Et moi, je suis un adulte, j'ai autorité sur vous et c'est moi qui vous parle de sexualité. La sexualité, c'est pas à votre portée parce que vous êtes des enfants. Mais je vais quand même vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire ce que c'est qu'une érection, ce que c'est que la pénétration, etc. Ce faisant, en fait, on fait la démonstration dans le cadre scolaire exactement de ce qu'on est censé, ce à quoi et ce contre quoi on est censé les instruire. Et c'est à ce motif-là que Maurice Berger dit, finalement, ce faisant, l'école est initiatrice, c'est-à-dire qu'elle va plonger les enfants dans un registre de la sexualité adulte alors qu'ils n'en sont pas là et qu'ils ne le demandent pas du tout. Et en plus, elle va être incitatrice parce qu'en leur en parlant, elle va générer chez les enfants des pulsions de savoir, qui ne sont pas des pulsions sexuelles, mais qui sont des pulsions de savoir, puisque
comme on l'a bien vu, on est dans la période de latence, entre 7 et 12 ans. Okay, donc les enfants sont là pour apprendre, ils ont soif d'apprendre, et on leur dit, ben, voilà un objet d'apprentissage que je mets à ta portée. Et cet objet d'apprentissage, c'est la sexualité. La sexualité du registre de la sexualité adulte. Et si je te mets à ta portée, c'est que tu en es capable, puisque c'est un apprentissage que je mets à ta disposition. L'enfant, il comprend que c'est un apprentissage qui est à sa portée. C'est normal, puisque c'est fait par l'école, dans le cadre de l'institution du savoir, et par un enseignant ou en tous les cas une figure autorité qui a en charge la classe à ce moment-là. Donc, pour l'enfant, qui n'a pas la capacité que nous avons de prendre de la distance par rapport aux choses qui lui sont transmises ou les choses qui lui sont faites, ça correspond effectivement à une initiation, une incitation. Et alors, on entend pourtant régulièrement que l'éducation à la sexualité constituerait un moyen justement de protéger les enfants, notamment de la pornographie. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? Alors, en fait, il faut vraiment distinguer, je pense qu'on essaie de le faire dans le livre, j'espère qu'on y arrive, les enfants prépubères des enfants pubères, c'est-à-dire des enfants qui sont fonctionnels sexuellement. On va s'entendre pour dire qu'en moyenne, c'est 12-13 ans. Évidemment que certains enfants vont avoir la puberté un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais il y a un consensus pour dire en gros 12-13 ans. Avant 12 ans, il n'y a pas de registre de sexualité. Donc, on n'est pas dans le porno. Évidemment, on est dans la prévention contre les abus sexuels, puisque 60% des enfants qui sont abusés le sont avant 10 ans. D'accord ? Donc là, on est très clair sur le fait que il est important, tout petit, d'avoir une prévention auprès des enfants et d'avoir tout un cadre institutionnel, des adultes formés, pour identifier les signes qui pourraient laisser penser qu'un enfant est victime d'abus sexuels et d'avoir toute une organisation humaine et compétente pour le prendre en charge, accompagner la révélation et le protéger immédiatement. Ça ne se n'est pas fait du tout. Donc ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé, qu'on maîtrise très bien et sur lequel on a des propositions quand même extrêmement claires qui sont d'ailleurs complètement alignées sur les propositions qui ont été faites par un collectif interministériel qui s'appelle une commission qui est la Civise numéro 1. D'accord ? Ça, c'est très important, on est très clair là-dessus. Ce que l'on dit, c'est que pour cela, il n'y a pas besoin de parler du registre de la sexualité adulte. Aucune étude ne prouve, scientifique, et ça c'est pour ça que c'est important d'avoir fait un travail avec des médecins, aucune étude ne prouve qu'il faut parler de la sexualité adulte, il faut utiliser le langage du sexe et les termes scientifiques du sexe pour favoriser la révélation chez un enfant victime. Aucune étude ne le prouve. Et nous, on insiste sur dire il n'y a pas besoin de dire à un enfant ce que c'est que la fellation, la masturbation, la sodomie, etc., pour qu'il soit capable de dire que papy, tonton, etc., a mis son zizi dans ma bouche, etc. On voit bien que les mots des enfants, quand ils révèlent, ils n'ont pas besoin d'être scientifiques et pas besoin d'être sexuels. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on a des adultes qui sont capables de repérer les signaux faibles d'un enfant qui est abusé ? Est-ce que quand il y a ces signaux faibles, on est capable de prendre en charge cet enfant pour lui permettre de révéler ? Et quand il a révélé, est-ce qu'on est capable de le prendre en charge immédiatement pour le protéger et pas le remettre dans l'endroit où il est abusé ? Ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui dans la très grande majorité des enfants abusés. On connaît malheureusement très bien la façon dont l'inceste est rendu possible aujourd'hui par la société et par une société qui ne prend pas en charge les enfants abusés et dans laquelle la justice ne fait pas son travail. D'accord ? Donc ça, c'est un faux argument. Et je dirais que si c'était la solution pour protéger les enfants, on serait tous d'accord pour le faire. Mais c'est pas le cas. Vous donnez des chiffres, d'ailleurs, dans le livre que j'ai plus en tête là-dessus, mais on voit que le pourcentage de condamnation dans c'est 1% des incestes, 3% des abus sexuels sur enfants. Qui sont condamnés. Donc, si vous voulez, évidemment que l'enjeu est là. Et c'est vrai que les médecins qui travaillent sur ces questions-là sont extrêmement clairs. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas besoin de donner des mots scientifiques au sexe pour que l'enfant puisse révéler. Et il est malhonnête de penser que l'éducation à la sexualité va permettre à l'enfant de se protéger puisque c'est un enfant, il est donc vulnérable, voire très vulnérable, et qu'il ne pourra jamais se protéger d'un adulte qui a une emprise sur lui, et notamment une emprise affective. Et dans le cadre des abus sexuels, cette emprise, elle est affective, évidemment. Donc, c'est véritablement à nous les adultes et à nous la société de nous organiser pour rendre possible la protection des enfants à tous les niveaux et certainement pas leur demander de se protéger eux-mêmes d'adultes qui sont plus forts et qui leur font évidemment un chantage affectif
dont ils ont énormément de difficultés à se défaire du fait qu'ils n'ont pas une capacité psychique suffisamment développée parce qu'ils sont des enfants, tout simplement. Et vous estimez justement d'ailleurs que ces cours d'éducation à la sexualité, en fait, ça consiste aussi un peu à dire aux enfants, on vous donne les éléments pour vous protéger vous-même et puis débrouillez-vous. À partir du moment où vous dites on fait des cours d'éducation à la sexualité parce que ça permettra aux enfants de pouvoir se protéger eux-mêmes ou de pouvoir révéler, non, en fait, c'est faux. C'est faux. Et je dirais que peut-être, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas autant étudié ces phénomènes-là. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe. C'est documenté, la façon dont l'agresseur va abuser des enfants petits, quelle va être la manipulation affective. On sait très bien tout ça. On a malheureusement beaucoup de jeunes adultes abusés qui ont eu le courage de témoigner, d'expliquer ce qu'ils avaient vécu, d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas parlé, d'expliquer que c'était pas possible de parler, d'expliquer que la sidération a fait que parfois ils se sont souvenus alors qu'ils étaient des adultes. Donc si vous voulez, on sait que c'est à la société de protéger les enfants et qu'aujourd'hui la société ne le fait pas. Donc bien sûr qu'il faut continuer à faire de la prévention dans les écoles, il faut continuer à le faire et on n'a pas besoin de parler sexe pour faire cette prévention auprès des tout-petits. On n'a pas besoin de parler sexe. Voilà. Et sur la question de la pornographie, alors, justement. Voilà, là c'est pareil, si vous voulez. Sur la pornographie... Je précise dans le livre que vous donnez un chiffre aussi qui est assez stupéfiant, enfin même effrayant, c'est que le premier contact avec la pornographie interviendrait en moyenne à l'âge de 9 ans. Absolument, accidentellement. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir de 7 ans, à peu près, les enfants ont un téléphone dans les mains. Et à partir du moment où ils ont un téléphone dans les mains, en moyenne, alors après, évidemment, il y a des différences, mais à partir du moment où ils ont un téléphone dans les mains, ils peuvent regarder n'importe quoi, n'importe quand, et sans que personne soit au courant. Or, aujourd'hui, normalement, la pornographie est interdite aux moins de 18 ans. Mais cette interdiction n'est pas appliquée. Là encore, ce n'est pas aux enfants de se protéger eux-mêmes quand un gouvernement n'est pas capable d'appliquer lui-même la loi qu'il a votée. Donc, la vraie question, c'est comment faire en sorte que des contenus pornographiques ne soient pas accessibles à des enfants de 9 ans, si vous voulez. Parce que même si c'est accidentellement, ils sont quand même accessibles, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc là, c'est pareil, on a des recommandations, des préconisations qui sont très simples, c'est de mettre un ticket d'entrée à 100 € pour tout contenu pornographique. Je veux dire, ça sera beaucoup plus difficile pour des enfants d'aller accéder à ce type de contenu s'ils doivent donner la carte des parents et mettre 100 € dessus. Donc si vous voulez, si on veut vraiment, si on considère que c'est un fléau, et nous on considère bien sûr que c'est un fléau, si on considère que c'est un fléau, il faut se donner les moyens de protéger les enfants. Or, on a une loi qui n'est pas appliquée et tout le monde fait comme si c'était pas grave. Non, en fait. Si on a une loi, il faut qu'elle soit appliquée, sinon on change la loi. Et vu que la pression sur les GAFAM, a priori, en tous les cas, l'État français n'est pas capable de faire qu'ils mettent les barrières nécessaires, eh bien, il faut trouver d'autres solutions pour que les barrières soient quand même mises. Parce que c'est pas aux enfants de se protéger eux-mêmes, une fois encore. Donc après, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est en contact avec des contenus pornographiques? Le principe du contenu pornographique, si vous voulez, c'est qu'il va créer les conditions d'une addiction. Au même titre qu'une drogue. L'enfant va être excité sexuellement, bien sûr. Alors évidemment, à partir de la puberté, 10-12 ans, où il commence à être fonctionnel sexuellement, on va commencer à avoir une consommation habituelle pour une majorité des enfants. Entre 13 et 14 ans, on sait que majoritairement les enfants vont regarder du porno. Pourquoi ? Parce que c'est accessible. Et parce qu'ils vont développer une addiction, avec des principes qui sont des principes connus, qu'on développe dans le livre, mais pour faire très simple dans cet échange, le corps est engagé, le système de récompense neurobiologique est stimulé, et on a du contenu toujours nouveau, avec une excitation hyper rapide. Donc ça, si vous voulez, ce sont les ingrédients qui constituent un processus d'addiction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à appeler le porno comme on dit que ça a les mêmes effets que le crack en fait, en termes d'addiction à une drogue. Donc si vous voulez, comment voulez-vous demander à des jeunes qui progressivement entre 12, 13, 14 ans vont commencer à regarder du porno, puis ensuite ça va devenir régulier, ils vont avoir besoin de leur dose toujours plus forte, toujours plus trash, leur demander eux-mêmes de se gérer alors qu'ils ne sont pas
mature pour gérer une telle addiction, c'est illusoire. C'est totalement illusoire. Donc, ce que l'on peut faire, par contre, c'est agir à 2 niveaux. Mettre une barrière à l'entrée, c'est-à-dire empêcher que les jeunes soient face à ces contenus-là, vraiment. Et ensuite, faire un travail d'information sur la sexualité. Expliquer les ravages du porno. Expliquer ce qu'on vient de faire très rapidement, c'est-à-dire comment ça fonctionne et quels sont les mécanismes qui sont engagés qui vont faire que c'est addictif. Ensuite, expliquer les conséquences que ça va avoir. Évidemment, on sait les conséquences, c'est une violence dans les relations. C'est des relations sexuelles à risque. C'est une domination de la femme par l'homme dans des pratiques violentes. En gros, c'est ce qu'on appelle le mythe du viol. Elle dit non, mais en fait, elle veut quand même. Tout ça, c'est récurrent dans les contenus pornographiques, ce qui fait qu'on constate, par exemple, que dans les 14-18 ans, eh bien, 17% des garçons ont au moins étouffé ou giflé leur partenaire dans une relation sexuelle. On sait que 4 fois que les filles qui regardent du porno ont 4 fois plus de risques d'accepter des pratiques violentes. Donc de se faire gifler, de se faire taper, de se faire étouffer, de se faire fesser, etc. Et ça à des âges assez jeunes. Et en fait, sur le rôle de l'éducation serait d'informer les jeunes sur ces phénomènes réels observés pour qu'ils comprennent que ce n'est pas normal et qu'ils se mettent en danger. Et les conséquences, on les voit déjà, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui se désintéresse de la sexualité. On va avoir des nouvelles formes qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire des troubles érectiles chez des jeunes de 10-16 ans, des jeunes filles qui vont présenter des pathologies également, qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 10 ans, si vous voulez. Qui sont directement attribuables à la consommation de pornographie. À la consommation excessive de pornographie, absolument. Et de la masturbation, etc. Et qui, là encore, sont très documentés aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que peuvent éventuellement faire les parents qui ne seraient pas d'accord avec les contenus qui sont dispensés à leurs enfants dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité? Est-ce qu'ils ont des voies de recours Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler que les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est important de le rappeler. Mais justement, vous dites aussi dans le livre qu'à travers ces cours, on voit que l'État, finalement, a une volonté de disputer cette prérogative aux parents et empiète finalement aussi. D'un point de vue général, on constate que dans la plupart des pays, en tous les cas en Occident, les États utilisent les systèmes éducatifs pour empiéter sur l'autorité parentale. D'un point de vue général. On l'a vu pendant la crise sanitaire, évidemment. On le voit également sur l'éducation à la sexualité. Oui, parce que ces standards pour l'éducation sexuelle dont on parlait, c'est-à-dire qu'ils concernent tous les pays de l'Union européenne, finalement. Alors, absolument. Après, chaque pays est libre d'être signataire, etc. C'est ce qu'on appelle un droit, le droit souple, qui effectivement, s'inscrit comme ça, discrètement. Personne n'est au courant de rien, mais on le voit dans toutes les institutions, dans tous les documents qui sortent, etc. Puis d'un seul coup, vous vous dites, mais d'où ça vient? Personne ne sait vraiment d'où ça vient, mais c'est déjà installé quand vous vous rendez compte qu'effectivement c'est en marche dans des lois des pays ou dans des circulaires. C'est-à-dire que ce sont des recommandations qui normalement, qui n'ont pas de caractère contraignant. Absolument. Les États peuvent décider ou non de les suivre. Oui, absolument. Mais finalement, vous les retrouvez dans, en France en l'occurrence, c'est dans une quinzaine de documents officiels, dans une quinzaine de rapports, si vous voulez. Donc on voit bien que le cheminement s'est organisé pour qu'à un moment on se retrouve pris dans une espèce presque de toile d'araignée, si vous voulez, où vous vous dites mais où est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé? Et en fait, vous voyez que c'est dans plein de documents. C'est dans la stratégie santé sexuelle France 2017-2030. C'est dans tel document, le vadémécum de je ne sais pas quoi. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est déjà installé dans plein de documents quand les séances se font et que votre enfant en est quelque part victime de ce truc-là, si vous voulez. Mais vous parlez d'ailleurs du site aussi, le site On s'exprime. Oui. Où là, on retrouve beaucoup de choses qui sont très liées à ces standards, justement. Oui, ça, on est bien d'accord. Et effectivement, qui pose quand même de grosses questions. Financé par des pouvoirs, par les fonds publics aussi. C'est-à-dire que ça pose quand même des questions là aussi. Mais pour répondre à votre première question par rapport aux parents, ce qui est important, c'est de rappeler aux parents que sur l'éducation à la question de sa sexualité, de la différence des sexes, de comment on fait des bébés, etc., c'est aux parents qu'appartient ce rôle éducatif jusqu'à au moins l'âge de la puberté. C'est-à-dire que quand l'enfant est dans l'enfance, c'est aux parents de l'informer, de répondre à ces questions, parfois en lui disant écoute, je te répondrai plus tard parce que tu es trop petit, c'est aussi une réponse.
ou en lui donnant des réponses imagées adaptées à son développement. Là, il faut que les parents prennent pleinement ce rôle-là, et il faut reconnaître aussi que l'argument qui est de dire mais il y a plein de parents qui ne le font pas n'est pas complètement faux. Il y a des parents qui ne le font pas, et donc il faut que les parents se retrouvent comme légitimes à le faire, et qu'ils aillent rechercher des informations pour savoir comment le faire et comment bien le faire. Il y a des travaux qui sont utiles, le livre qu'on a publié peut en être un, mais il y a également plein de petits livres qui sont adaptés à l'âge, qui peuvent être un moyen de répondre à des questions d'enfants sans rentrer dans le registre de la sexualité adulte, mais en faisant ce travail de répondre à l'enfant aux questions qui se posent au fur et à mesure de son âge et adaptées à son âge. Après, pour la partie adolescente, c'est plus tout à fait la même chose, puisqu'on est dans un moment où l'enfant doit se séparer de l'environnement familial, et il ne peut pas y avoir de registre de la sexualité adulte entre un parent et son adolescent, parce que ça peut devenir, là par exemple, très compliqué, ce qu'on explique, je pense assez bien. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut qu'il y ait un tiers, mais ça n'empêche que les parents ont toujours un rôle de prévention. C'est-à-dire que c'est aux parents d'expliquer les risques à leurs enfants. Quand effectivement l'éducation nationale outrepasse sa mission, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans l'instruction, elle n'est plus dans la science, elle est dans l'endoctrinement, elle est dans l'idéologie d'une sexualité infantile, elle parle du registre sexuel adulte à un enfant. Eh bien, les recours, c'est avant tout le dialogue, c'est-à-dire d'aller voir, et si possible d'anticiper, le maître, l'établissement, pour dire, bah voilà, il y a cette obligation d'éducation à la sexualité, je veux savoir si vous allez le faire dans la classe de mon enfant, je veux savoir qui va le faire, comment vous allez le faire et quel va être le contenu. Je veux vous rappeler que vous ne pouvez pas utiliser le registre sexuel adulte, vous ne pouvez pas le faire sans être présent en classe et que vous restez responsable de ce qui sera dit et des conséquences éventuelles de ce qui sera dit. Voilà. Après, une fois que les choses sont faites, les recours sont limités. Pourquoi ? Parce que c'est un enseignement obligatoire aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que nous, on demande qu'il y ait une révision de la loi, qu'on puisse préciser qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, mais qu'il y a des actions de prévention jusqu'à l'âge pubertaire, c'est-à-dire en gros la 5e incluse, et qu'après, il y a une information sur la sexualité qui doit respecter le développement de l'enfant. Et on demande que ces programmes soient conçus par des médecins, des pédopsychiatres, dans un consensus scientifique qui nécessite justement un travail qui est du registre de la science et du registre du développement de l'enfant. Ça n'a pas été fait. D'autant que vous revenez aussi dans votre livre sur le caractère militant qui peut parfois être qu'on retrouve dans ces cours d'éducation à la sexualité et notamment la théorie du genre hein, qui est assez présente. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous me demandiez ce qu'il y avait comme lien entre les standards de l'OMS, je ne parle pas des tableaux, hein, je parle vraiment ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire ces dizaines de pages d'enfumage, de sexualité citoyenne, de la sexualité comme moyen de lutter contre les discriminations, enfin bon voilà, tout ça qu'on retrouve sur des dizaines de pages des standards, qu'on va retrouver également dans la circulaire de 2018. C'est-à-dire que là, si vous voulez, que vient faire l'idéologie du genre dans une éducation à la sexualité si son objectif c'est de lutter contre les abus sexuels et d'être un objet de prévention contre le porno? Qu'est-ce que ça vient faire si ce n'est justement d'utiliser le registre de ces séances d'éducation à la sexualité pour faire passer des messages qui sont des messages dits idéologiques, qui tenteraient à faire croire qu'on peut choisir d'être un garçon et une fille comme ça, facilement, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça, que c'est pas si simple, que c'est beaucoup plus complexe et que l'enjeu d'un changement de sexe est un enjeu important qui engage une vie entière avec des conséquences douloureuses et difficiles, et que de le banaliser comme ça, c'est pas dans l'intérêt des enfants, évidemment. Mais ça, vous avez raison, on le retrouve dès la maternelle. C'est-à-dire, dès la maternelle, on va présenter des lectures à des enfants, on va leur présenter le petit garçon qui, pendant les vacances, s'est transformé en petite fille princesse papillon. Et tout se passe très bien parce qu'il a son meilleur ami Doudou. Donc, évidemment que ça, c'est féerique, évidemment que ça fait rêver les enfants, évidemment que les paillettes, les costumes de princesse, etc., c'est du domaine de la rêverie, de la féerie, etc. La réalité du changement de genre et de changement de sexe, c'est pas du tout celle-ci, évidemment. Et donc là, on est dans quelque chose qui est très dangereux, parce qu'on ment aux enfants. C'est rien de moins que cela. Et ça va continuer en primaire avec des lectures, évidemment, et puis ensuite
Après, faire croire aux enfants que on peut être fille, garçon ou neutre, qu'on peut se ressentir garçon et ça veut dire qu'on est garçon. Non, c'est pas si simple en fait. On peut être un garçon très efféminé, on n'en est pas moins un garçon. On peut être une fille très masculine, on n'en est pas moins une fille. Et en fait, en faisant ce genre d'enseignement où on fait croire que si on est une fille masculine, ça veut dire qu'on est un garçon, eh bien c'est à ce moment-là qu'on fait de la discrimination. C'est à ce moment-là qu'on empêche les filles de vivre leur identité sexuelle comme elles l'entendent. Je veux dire, vous pouvez très bien être un garçon et vous mettre du vernis à ongles et vous mettre du rouge à lèvres, vous n'en serez pas moins un garçon. Et c'est ça qu'on devrait enseigner aux enfants, plutôt que de leur dire que s'ils ont envie de se mettre du rouge à lèvres, ça veut dire que certainement ce sont des filles et qu'il faut déjà qu'ils s'engagent dans un changement de genre, ce qui est une aberration et ce qui est surtout très dangereux pour eux. Parce que finalement, évidemment que c'est bien plus complexe, que c'est très compliqué de savoir qui on est, qu'en tant qu'adulte, on met des fois des années à savoir véritablement qui on est, à être aligné sur notre identité sexuée, notre identité sexuelle, et de prétendre dire à des enfants de 4 ans, de 5 ans qu'ils ont la possibilité de choisir ce que nous, en tant qu'adultes, on peut passer une vie à définir vraiment, eh bien, c'est malhonnête, c'est un endoctrinement, et surtout ça les met en danger, ça les empêche de faire le travail de leur construction personnelle, individuelle, de leur identité sexuée et de leur identité psychosexuelle quand ils seront des adolescents. Ça, vous avez eu des cas comme ça qui vous ont été remontés d'enseignements liés justement au genre, à des très jeunes enfants, comme vous disiez, 4, 5 ans Alors, on a justement, dans les cas qu'on présente dans le livre, on a justement, je pense à un papa notamment qui nous avait écrit en disant que ils avaient tout un processus de lecture pour son fils en maternelle qui avait 4 ans et demi, et donc tous les livres étaient sur l'idéologie du genre, la théorie du genre, etc. Et donc il s'était offusqué en disant je comprends pas pourquoi il y a que ça en fait. Bon, c'est ce qu'il nous écrivait. Il y aurait eu un livre, ok, mais bon, c'était toute la lecture qui était comme ça. Et donc là, les enseignants de cette école lui ont dit, si, nous on est très contents, c'est très important de lutter contre les discriminations. Et voilà. Et le papa le papa et la maman ont sorti l'enfant de l'école parce qu'il y avait rien d'autre à faire de son point de vue. C'était engagé comme ça et le corps enseignant de cette école maternelle considérait qu'il était lui dans le vrai, dans le juste et dans la bonne action. Et combien de cas, justement, à peu près, vous avez finalement remonté ces derniers mois? Alors, on est à plus de 100. On en a encore beaucoup. Pour 2024 uniquement? Alors, oui, on gère pas trop comme ça parce qu'en fait, on est très peu nombreux. On travaille avec une autre association qui s'appelle les Mamans Louves, qui reçoit également des cas. Et malheureusement, on ne comptabilise que ceux qu'on arrive à traiter. On peut pas tous les traiter parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais on reçoit des messages quasiment toutes les semaines de parents, quel que soit le niveau de classe, qui nous informent. Moi tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, j'étais en échange avec une maman où son fils a eu une lecture de BD en 6e à caractère sexuel, voilà, par exemple. Donc on a sans arrêt des choses qui nous remontent du terrain de nature très différente sur les différents niveaux de classe. Alors on enregistre ce qu'on peut enregistrer avec le temps qu'on a et voilà, mais oui, c'est important. Et est-ce que les cas qu'on vous remonte concernent aussi bien les établissements publics que privés? Alors, je dirais que sur l'idéologie du genre, c'est assez partagé. On voit bien que de ce côté-là, il y a vraiment une orientation qui est d'être du bon côté. Donc en fait, on voit bien que c'est totalement intégré, quel que soit à la limite le statut des établissements. Sur l'éducation à la sexualité, on est obligé de reconnaître que si on a des cas dans l'enseignement privé, c'est quand même beaucoup moins important que dans l'enseignement public. Pour l'instant. Alors, attention, nous, on est une petite association, on n'est pas non plus un institut national qui a engagé une remontée formelle de tous les cas par les chefs d'établissement. Peut-être que l'éducation nationale devrait faire ça, ce qui permettrait de vous donner des statistiques plus objectives. Mais nous, celles qui nous remontent, force est de constater que c'est pour l'instant principalement de l'enseignement public. Je voulais revenir avec vous aussi sur justement, vous parliez tout à l'heure du projet de programme qui a été soumis par le Conseil supérieur des programmes en mars 2024, justement pour la refonte, enfin plutôt c'est finalement la création de ces programmes qui n'existent pas. C'est aussi pour ça qu'on a des cas très différents un peu partout en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme pour l'instant, donc chacun fait un petit peu comme il l'entend.
Et donc ce fameux CSP a proposé un projet de programme. Je voudrais savoir ce que vous en pensiez, si justement pour vous ce qui est proposé va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors justement, le problème de ces projets de programme, c'est qu'ils sont extrêmement flous. C'est-à-dire qu'ils ne règlent aucun des problèmes et des dérives que nous on a constatés, qu'on a remontés. Ils ne précisent pas dans quel cadre il s'inscrit. Nous, notre recommandation, c'était très clairement que dans ces programmes, l'institution prenne position en disant il n'y a pas de sexualité infantile. Donc, il n'y a pas de registre de la sexualité adulte chez l'enfant prépubère. Ça, ce n'est pas clairement formulé. Donc, de ce que nous, on a décrypté pour l'instant, on retrouve exactement les mêmes écueils qu'il y a actuellement dans la circulaire de 2018, c'est-à-dire de la transversalité des champs, de l'éducation à la sexualité comme moyen de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, donc de manière très très large, non distinctive, et donc on considère que ça ne changera à rien, que les dérives seront toujours possibles, et que le cadre qui va être fixé permettra toutes les dérives de la même manière qu'aujourd'hui. Donc pour nous, ça ne règle rien. Alors je précise que ce projet n'a pas encore été validé. Mais je crois que la nouvelle secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes a expliqué récemment que pour elle, justement, cette éducation à la vie sexuelle devrait être effective rapidement dans les établissements scolaires. Donc on devrait en savoir plus dans peu de temps. D'ailleurs, vous dites aussi dans le livre, vous avez un argument qui est intéressant, c'est de dire aussi que quand on voit l'état du système éducatif français, comme en témoigne le classement PISA qui a été publié l'an dernier, et la chute historique du résultat des élèves, on se dit que l'éducation à la sexualité n'est peut-être pas un objectif prioritaire pour l'État, en fait. Si vous voulez, on est obligé quand même de se poser la question du rôle de l'école dans cette affaire-là. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Et c'était l'objet de notre travail et du livre. C'est-à-dire, est-ce que il est utile pour l'enfant qu'il reçoive dans le cas scolaire une éducation à la sexualité? Est-ce qu'il en a besoin pour grandir? Est-ce que ça l'aide à grandir? Est-ce que ça le protège des risques d'abus? Est-ce que c'est important pour lui et c'est dans son intérêt de le faire? La réponse scientifique des médecins, c'est non. C'est non. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire, mais pourquoi cette obsession? Puisque c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Au moins, jusqu'à 12 ans. Entendons-nous bien, toujours, hein. Il y a eu un enjeu de prévention qu'on réaffirme sans cesse, qui ne passe pas d'ailleurs que par l'éducatif, qui passe, comme on l'a vu, par la justice, qui passe par la mise en place d'infirmiers et d'infirmières scolaires, de psychologues scolaires, de médecins, ce qu'on n'en a plus. Que l'on n'a pas. C'est-à-dire que l'enfant qui révèle, il peut pas être pris en charge, il n'y a personne pour l'accueillir. Donc, si vous voulez, il faut déjà faire ça. Donc, oui à la prévention, oui à une action éducative de prévention chez les tout-petits, mais surtout, oui à la mise en place d'une structure capable de recevoir la parole de l'enfant. Mais, en dehors de ça, une éducation à la sexualité, est-ce que l'enfant en a besoin pour grandir? Non. Est-ce que c'est utile pour lui? Non. Est-ce que ça va prendre des heures d'apprentissage importantes? Oui. Donc, évidemment que compte tenu de la situation, à partir du moment où c'est pas utile pour l'enfant, que c'est pas dans son intérêt de le faire, et que l'éducation est déjà pas capable de leur apprendre à lire, à écrire et à compter, on considère qu'effectivement, ça n'a rien à faire dans l'école. Après, pour les jeunes adolescents, une information sur la sexualité, oui, bien sûr, mais dans le cadre qu'on a évoqué, qu'on explique largement, et qui reste une information de prévention, là encore, puisque ce n'est pas à l'école d'aller expliquer à des jeunes la manière dont ils doivent exercer leur vie sexuelle. Enfin, je veux dire, c'est même, c'est surréaliste, quoi. Voilà, je pense pas que ce soit le rôle de l'école. Je pense que nous, tous adultes, eh bien, on a découvert la sexualité dans des relations à l'autre, consenties, et certainement pas, en tous les cas, c'est pas ce qui est prévu avec nos professeurs. Voilà. Est-ce que vous avez la réponse à la question que vous posiez d'ailleurs tout à l'heure justement sur pourquoi l'État s'engage sur ce terrain-là finalement? Non, on n'a pas. Enfin, non, franchement, si vous voulez, c'est comme l'idéologie du genre, quoi. Enfin, je veux dire, quel intérêt on a à aller mettre dans des enseignements le fait qu'on pourrait choisir d'être une fille ou un garçon en fonction de ce ressenti fondé sur rien, alors que ça engage à des
à une médication toute sa vie, que ça engraisse l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la chirurgie esthétique, alors bien même que la problématique des adolescents, c'est un mal-être dans une société en perte de repères. Enfin, je veux dire, les gens n'ont pas besoin de ça, en fait. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fournisse ça. Ils ont besoin d'autre chose qu'on ne leur fournit pas. Donc, pourquoi l'État fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il est incapable de faire ce pourquoi il a une véritable mission de service public? Moi, je pense que oui. Je pense que la vraie raison, c'est que c'est plus facile d'aller mettre des lois les unes sur les autres, d'aller rajouter des cours qui ne servent à rien et qui peuvent plus faire du mal qu'autre chose, que d'assurer sa mission d'apprendre à lire, écrire, compter à des enfants avant 12 ans. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une intention machiavélique? Je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Pas machiavélique, mais en tout cas, c'est vrai que ça... le fait de tentation peut-être aussi totalitaire, en tout cas d'avoir plus d'emprise sur la société, et justement en allant dès le plus jeune âge à l'école sur des cerveaux qui sont assez malléables aussi. C'est sûr qu'il y a un caractère totalitaire à faire de l'éducation à la sexualité un enjeu d'instruction nationale. Enfin, ça, c'est sûr qu'il y a un caractère totalitaire dans le sens de le totalitarisme, c'est de constituer le citoyen de demain à la manière dont veut le faire l'État. Et c'est bien ce qu'on retrouve. C'est dans la vie intime aussi, justement, des citoyens. Oui, bien sûr. Mais on le retrouve d'ailleurs dans des objectifs qui sont sexualité citoyenne. Oui, je veux dire, c'est... On se demande ce que ça veut dire, d'ailleurs. Voilà. Donc, oui, c'est une vraie question, mais je dirais, je vais pas me défausser dans ma réponse, mais je dirais que c'est pas ce sur quoi apporter notre travail. D'autres le font. Je pense qu'ils ont des réflexions intéressantes, des travaux intéressants. Nous, notre travail, il est, si vous voulez, circonscrit à l'objet de l'association. C'est-à-dire, est-ce que les politiques éducatives sont véritablement faites dans l'intérêt de l'enfant? Et c'est pour ça que la question, nous, qu'on a posée, c'est est-ce que, oui ou non, c'est dans l'intérêt de l'enfant de lui fournir une éducation à la sexualité dès son plus jeune âge? Et à cette question-là, avec les médecins qui ont travaillé avec nous, eh bien, on répond que non. Voilà, l'enfant n'en a pas besoin pour grandir, c'est pas dans son intérêt de le faire, et au contraire, c'est même dangereux, dans certaines circonstances. Donc, à partir de là, nous, on considère que ça n'a pas sa place à l'école, évidemment, et en l'occurrence, que oui à la prévention, mais non à la sexualisation précoce. Voilà. Après, quelle est l'intention? C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a étudié, et c'est pas notre compétence. Mais vous dites d'ailleurs que vos travaux vous ont valu des critiques assez virulentes, hein, que vous avez été beaucoup attaqué. Oui, on est beaucoup attaqué. Oui. Dites que c'est un sujet, justement, ce sujet de l'éducation à la sexualité, qui est difficile à aborder. C'est vrai. Pour être tout à fait honnête, quand on s'est engagé dans ce sujet-là, notamment avec les Mamans Louves et avec Christelle Comé, dont je salue l'engagement. Qui est vice-présidente des Mamans Louves ou... Voilà, c'est ça. Christelle m'a dit tu vas voir, ça va être très dur. On va vraiment ça va être très très dur. On va être très critiqué, on va être insulté, Et je lui dis oh mais quand même t'exagères. Moi j'avais tort, elle avait raison. C'est incroyable, mais oui. Vouloir rappeler une évidence, c'est-à-dire qu'on n'a pas sexualisé les enfants à l'école, eh bien, ça nous a valu de se faire traiter d'à peu près tous les noms, de fachos, de réac, de cathos, d'extrême droite, de transphobes, d'homophobes, enfin de tout, ce qui est absolument idiot et sans fondement. Et d'ailleurs, comme vous avez pu voir dans le livre, c'est pas du tout les propos que nous tenons. Pas du tout, loin de là. Et donc oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement dangereux pour une raison que je préfère ne pas questionner. Je renvoie aux autres travaux que vous évoquiez tout à l'heure. Je m'explique pas pourquoi, effectivement, en France, on n'est pas capable d'avoir un débat apaisé, mesuré, et qu'on soit pas capable d'entendre la parole des médecins, des pédopsychiatres, qui, de manière, alors vraiment, consensus total là-dessus, considère qu'effectivement, avant 12-13 ans, le registre de la sexualité adulte n'a pas à être exposé à des enfants. Je ne me l'explique pas. Voilà, c'est comme ça. Et ça, ce que vous disiez tout à l'heure, on entend souvent des gens qui sont favorables à l'éducation sexuelle, ou des professeurs, ou l'État, finalement, qualifier ceux qui sont contre de réactionnaires, ou d'intégristes religieux, de complotistes. Alors absolument, oui voilà, c'est ça. Alors on a quand même eu pire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que vous expliquez, du point de vue du développement de l'enfant, parce que je pense que quand même on a pris
soin de l'expliquer. Je pense que on met en avant des arguments spécifiques du développement de l'enfant qu'on détaille quand même sur des dizaines de pages. Il y a tout un comité scientifique auquel vous vous référez aussi. Hein. Voilà, absolument. On a travaillé pendant des mois et des mois ensemble. On a étudié chacune des questions. Voilà. Donc, si vous voulez, ce travail, je crois pouvoir dire qu'il est sérieux. Et on a quand même, dans le cadre d'une pétition qu'on a engagée, on a plus de 6000 professionnels de la médecine qui l'ont signé, donc qui sont d'accord avec nous. C'est pas 3, c'est pas 4. Hein. Et dans les 6000, vous avez beaucoup de professionnels connus, reconnus, qui sont clairement plutôt à gauche de l'échiquier politique. Donc, si vous voulez, on est d'accord sur le consensus et sur l'approche scientifique. D'autant que c'est une question qui est un peu transpartisane quand même, finalement. Évidemment. Mais je veux dire, même à ce niveau-là, si vous voulez, il est manifeste qu'il y a un consensus et que c'est totalement transpartisan. Eh bien, malgré cela, quand vous expliquez, aucun argument vous est opposé, mais par contre, régulièrement, on va nous dire « Oui, non, mais vous êtes pour qu'on abuse les enfants sexuellement. » Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on est favorable à la pédophilie. Voilà. Que puisqu'on veut pas, qu'on considère que l'éducation à la sexualité va pas protéger des enfants, ça veut dire qu'on est pour les abus sexuels sur les enfants. On en est là, dans le débat public. Donc, si vous voulez, c'est effectivement très compliqué de pouvoir avoir un propos à peu près mesuré, à peu près sérieux, à peu près scientifique sur cette question. Mais on s'y est engagé parce que si nous on le fait pas, je ne sais pas qui le fera. Et que vu qu'on avait des informations objectives et sérieuses à transmettre, eh bien on a considéré que c'était notre devoir de le faire. Après, chacun est libre de questionner notre travail, de critiquer notre travail. Le tout, c'est que ce soit argumenté et qu'on puisse en débattre dans le respect et dans la discussion. Et alors peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un point peut-être plus important que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien selon vous, sur lequel vous aimeriez insister? Je pense que ce qui est important, c'est que chacun prenne en considération prioritaire l'intérêt de l'enfant et qu'on ne fasse rien si on n'est pas capable de démontrer de manière scientifique, objective, qu'il est de l'intérêt de l'enfant de le faire et uniquement de son intérêt. Voilà. Si ça sert des politiques, si ça sert des enjeux idéologiques, si ça sert à faire prospérer des recommandations de l'OMS, ce n'est pas un objectif qui doit être poursuivi parce que le seul objectif, la seule finalité doit rester l'intérêt de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage, Sophie Duget. Merci à vous.